Donc, merci à tous d'être présents ici dans la salle. Merci aux gens qui sont connectés via Zoom. Donc, ça nous fait bien plaisir, le Centre d'expertise en diabète du CHUM, de vous présenter cette conférence qui est destinée un peu à mieux comprendre le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Donc, on a aujourd'hui comme conférencier Dr Agnès Raquel, qui est endocrinologue au CHUM, qui est diplômée depuis 2008 et elle s'intéresse particulièrement aux complications endocriniennes post-greffe. Et elle est aussi professeure agrégée à l'Université de Montréal et elle dirige également le programme d'endocrinologie et de métabolisme de l'Université de Montréal. Elle sera accompagnée aujourd'hui de 2 personnes qui vivent avec le diabète qui viendront nous témoigner leur expérience. Donc, M. Marcel Labelle, qui a un diabète de type 1, et M. Murray Lavallée, qui a un diabète de type 2. Donc, sans plus tarder, je laisse la place à Dr Raquel. Merci beaucoup Nathalie. Je vais juste vérifier que ça marche bien. Voilà. Good. Donc, en fait, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. C'est une première pour moi de donner une conférence un petit peu de sensibilisation au diabète. Là, je me suis retrouvée devant mon ordinateur, puis j'avais pas beaucoup de diapos qui étaient appropriées en fait pour cette présentation. Donc, je suis vraiment repartie du début. Puis j'ai découvert en fait plein de sites internet que je vais vous partager aussi pendant la présentation, dans lesquels j'ai trouvé de l'information. Je suis super contente d'être ici aujourd'hui et puis j'ai vraiment la chance d'avoir 2 patients avec moi. On se connaît déjà évidemment par rapport à leurs soins de santé, mais j'ai appris à les connaître avec le temps, puis je pense que vous allez être vraiment très heureux d'entendre leurs témoignages. 2 histoires complètement différentes qui va aussi pouvoir vous aider à voir où vous en êtes, vous, dans tout ce qui est acceptation du diabète pour ceux qui ont un diagnostic, puis pour les proches aidants aussi, de voir des petits trucs un peu pour aider les personnes vivant avec le diabète. Donc évidemment, vous avez vu, hein, ces temps-ci, c'est le mois de la sensibilisation au diabète. C'était la journée mondiale du diabète cette semaine. Tous les bâtiments étaient illuminés en bleu. Donc on essaye vraiment de sensibiliser les gens à cette maladie qui malheureusement touche quand même encore une personne, un adulte sur 10 dans le monde. Et malheureusement, 50% ignorent encore leurs conditions. Puis c'est vraiment ces gens-là qu'on essaye d'aller chercher parce que le diabète, dans le fond, ça donne des complications. C'est surtout ça qui nous fait peur. Et en fait, si on sait qu'on a cette maladie-là, on peut prévenir les complications. Donc juste un petit rappel, dans le fond, au Québec, on a quand même maintenant dans les derniers temps, les dernières statistiques là parlent de 1,2 million de Québécois qui seraient touchés par cette maladie. C'est vraiment des coûts importants pour la société. Puis malheureusement, ça explique beaucoup de complications. Au Canada, 30% des AVC seraient en lien avec le diabète. La cécité, les problèmes de crise cardiaque évidemment, les insuffisances rénales et les gens qui se retrouvent en dialyse et les amputations. C'est pas pour vous faire peur que je parle de ça, c'est vraiment juste pour que vous sachiez en quoi c'est important de faire le diagnostic tôt pour prévenir ces complications-là parce que c'est possible. Pour les femmes aussi, je veux quand même vous rappeler qu'une femme sur 10 qui va être enceinte va développer un diabète de grossesse. Et le diabète de grossesse, ça peut donner en fait des bébés qui sont de taille un peu plus importante. Et c'est un petit drapeau rouge. En fait, les femmes, elles ont la chance d'avoir ça dans leur vie pour les avertir qu'il y a peut-être un petit danger pour développer le diabète à la longue. Donc souvent, il faut le voir. Bon, c'est sûr, c'est dommage d'avoir fait du diabète de grossesse, mais c'est aussi une chance pour être averti peut-être plus tôt dans la vie. Donc, pour ceux vraiment qui ont peu de connaissances en diabète, je vais revenir à la base sur vraiment la définition de qu'est-ce que le diabète. Donc, le diabète, en fait, c'est vraiment une maladie chronique. Donc, c'est une maladie avec laquelle il faut apprendre à vivre et qui, en fait, empêche notre corps d'utiliser adéquatement le sucre comme source d'énergie. On utilise le sucre dans nos cellules pour qu'elles fonctionnent. Puis, quand on fait du diabète, ce sucre-là est difficilement utilisable parce que souvent, on a un problème avec ce qu'on appelle l'insuline. C'est l'hormone là qui est fabriquée par notre pancréas que vous voyez ici, là, l'organe orange. Puis en fait, c'est grâce à cette hormone-là que d'habitude, notre taux de sucre est maintenu stable dans la circulation. Et quand on a le diabète, soit par manque d'insuline, soit parce qu'on est comme résistant à l'insuline, il va y avoir souvent un problème avec notre taux de sucre. Puis je vais vous expliquer ça dans la prochaine diapo. Donc, comment fonctionne l'insuline? Parce que c'est vraiment le nerf de la guerre de comprendre comment fonctionne l'insuline. Dans le fond, le pancréas va fabriquer cette hormone-là, puis c'est elle qui va ouvrir un petit peu nos cellules, comme une clé ouvrirait la serrure d'un cadenas, donc pour permettre au sucre de rentrer dans la cellule. Alors,
il peut y avoir une maladie où le diabète, par exemple, de type 1, qu'on appelle le diabète insulinodépendant, le pancréas ne produit absolument pas d'insuline. Il n'y a pas de clé, donc on ne peut pas ouvrir le cadenas, donc le sucre ne peut pas rentrer dans la cellule. Dans les diabètes plutôt de type 2, qu'on dit insulino-résistant, à ce moment-là, c'est plutôt que la clé, elle rentre pas bien dans la serrure. Il y a comme un bris, et à ce moment-là, ça s'accumule aussi, mais c'est une autre sorte de physiopathologie. Alors, on va observer, en effet, comme je vous disais, ces deux phénomènes, une résistance du corps à l'insuline, donc la clé ne rentre pas dans la serrure, ou une diminution ou une absence complète de production d'insuline. Alors, quand le sucre ne peut pas rentrer dans la cellule, il s'accumule dans le sang et c'est ça qui va entraîner ce qu'on appelle l'hyperglycémie, donc la montée de la glycémie au-dessus des valeurs normales. Quand ça s'accumule dans le sang, éventuellement, ça va être excrété aussi dans l'urine. C'est pour ça qu'il y a ce petit pot là d'urine avec du sucre dedans. Donc, le sucre se retrouve dans l'urine et ça peut favoriser des infections, comme on va le voir tout à l'heure. Donc, lorsque le taux de sucre augmente, au début, on ne sent rien. Beaucoup de gens vont passer plusieurs mois, plusieurs années même, sans savoir qu'ils ont le diabète parce qu'ils ont très peu de symptômes. Puis éventuellement, quand on monte au-dessus d'un certain niveau, il va y avoir l'apparition de la soif, un besoin très fréquent d'uriner. Des fois, on est obligé même de se lever la nuit plusieurs fois pour uriner. Il va y avoir une perte de poids parce que le sucre, en fait, est éliminé dans l'urine. Donc, souvent, les gens vont perdre un peu de poids. Au début, c'est agréable de perdre un peu de poids quand on a un surpoids, mais au bout d'un certain moment, il faut même se poser des questions. On a aussi une faim qui est augmentée, puis la fatigue, tranquillement, va s'installer. Alors, manque d'énergie, difficulté à finir les journées, puis éventuellement, la vision aussi devient un peu plus trouble. Et quand on se blesse un petit peu, oups, la guérison de la plaie est plus lente. Et quand ça fait évidemment des mois, des années même, on peut avoir des engourdissements dans les pieds ou dans les mains. Ça s'appelle la neuropathie. Je vais vous en parler aussi un peu plus tard. Chez l'homme, il peut y avoir aussi malheureusement des troubles érectiles qui vont s'installer. Puis quand on a un diabète plus aigu, là, une apparition plus rapide, on va se déshydrater très rapidement. Puis on peut noter, les gens vont nous dire qu'on va avoir l'air cerné. Puis il va y avoir même l'apparition de nausées et le souffle court. Là, si on a ces symptômes-là, il faut vraiment rapidement consulter. Alors, souvent, les deux types de diabète, là, il y a de la difficulté à distinguer les deux. Donc, je voulais vraiment vous rappeler, les grands termes, c'est le type 1 et le type 2, mais il y a plein d'autres termes qui circulent, comme par exemple pour le type 1, le diabète, comme je vous disais, insulinodépendant, parce qu'on a vraiment besoin d'insuline pour se traiter. Souvent, on parle du diabète juvénile parce que ça touche les plus jeunes, ou même on peut parler du diabète de l'enfance, mais ça, c'est un terme qui est peut-être à délaisser parce qu'il y a quand même des jeunes adultes aussi qui sont diagnostiqués avec le diabète de type 1. Le diabète de type 2, on parle plutôt d'un diabète non insulinodépendant, mais souvent insulino-requérant, parce que des fois, on a besoin quand même d'insuline. Puis on parle de diabète de l'adulte. Donc, comme je vous ai un petit peu dit, il y a différents mécanismes. Le pancréas ne produit pas d'insuline du tout dans le type 1, alors qu'il ne répond pas à l'insuline dans le type 2. Dans le type 1, vous n'allez vraiment pas avoir le choix d'être traité avec de l'insuline. Des fois, on rajoute d'autres médicaments, mais c'est vraiment la base du traitement, c'est l'insuline. Dans le type 2, c'est les saines habitudes de vie, des comprimés, des injections maintenant de plus en plus et des insulines aussi. La proportion de patients touchés aussi est très différente. Dans le type 1, on parle d'à peu près 10% de la population, alors que dans le type 2, on parle de 90% des personnes vivant avec le diabète sont touchées par le type 2. Encore une fois, les âges sont un peu différents, plus jeunes chez le type 1, plus vieux chez le type 2. Alors, l'autre chose aussi, on en a beaucoup parlé avec la Covid, la maladie auto-immune, ça avait l'air d'être inquiétant quand on avait la Covid. Donc, on a beaucoup parlé de, est-ce que tous les types de diabète sont des maladies auto-immunes? Non, vraiment, c'est le type 1 qui est une maladie auto-immune. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des anticorps qui s'attaquent à notre propre pancréas. Donc, c'est vraiment notre corps qui s'attaque à nos cellules. Alors que dans le type 2, c'est vraiment plus héréditaire, génétique. C'est souvent, il y a des histoires familiales quand on questionne les patients. Malheureusement, dans le diabète de type 1, à ce jour, il n'y a pas encore de méthode claire pour prévenir la maladie, bien qu'on soit en train de travailler beaucoup en recherche là-dessus. Dans le type 2, on a quand même une chance d'éviter. Si on sait qu'on est à risque, on peut changer le cours de l'histoire et peut-être faire des grands changements, exercices, alimentation, puis changer le développement de cette maladie. Évidemment, les symptômes dans le type 1, souvent, c'est assez rapide. Le pancréas est attaqué par les anticorps, va tout de suite arrêter de faire de l'insuline et donc les symptômes sont d'apparition très rapide. Par contre, dans le type 2,
comme je vous ai dit un peu plus tôt, très long, asymptomatique pendant longtemps, donc peu de symptômes. Nous, comment on va faire le diagnostic? C'est sûr qu'on questionne le patient en détail, mais ensuite, on dépend beaucoup de prises de sang. Il y a des prises de sang qui se font à jeun, il y a des prises de sang qui se font dans la journée après avoir mangé, puis il y a un test qu'on appelle l'hyperglycémie orale provoquée. Pour ceux qui l'ont passé, c'est pas très agréable, c'est un jus d'orange assez concentré qu'on va boire et on fait une prise de sang 2 heures après. Puis nous, ensuite, on va suivre les résultats des prises de sang que vous n'avez pas besoin de savoir, mais juste pour un ordre d'idée, 7 et plus à jeun, c'est un diabète. 11,1 et plus quand on boit le jus d'orange ou quand on a mangé, c'est anormal. Puis ensuite, il y a tout un tas de catégories de prédiabète, d'intolérance au glucose que le médecin va peut-être vous mettre un petit drapeau, vous dire attention, vous n'êtes pas encore diabétique, mais ça s'en vient. Donc, pour ceux qui sont en ligne avec nous ou ceux qui sont dans la salle et qui voudraient savoir s'ils sont à risque de diabète de type 2, je vous ai mis le code QR que vous pouvez scanner d'un quiz que vous pouvez passer. Vous pourrez le passer éventuellement aussi après la conférence parce que malheureusement, je n'ai pas le temps de vous le faire individuellement. Mais ce qu'on va regarder dans ce quiz-là, dans le fond, c'est certains facteurs de risque, comme par exemple le fait d'être un homme plus âgé, d'avoir un surpoids et d'avoir un tour de taille quand même un peu plus imposant. Souvent d'être sédentaire, d'avoir une grosse histoire familiale, ça ne va pas aider. Et les gens qui font de l'hypertension, souvent, ça vient comme ensemble, donc il faut faire un petit peu attention. Si quelqu'un, un jour, vous a dit que vous aviez eu des taux de sucre un peu borderline, il faut quand même garder ça en tête parce que vous êtes à risque. Puis pour les femmes qui ont eu des bébés qui pesaient plus que 4 kilos ou 9 livres, là, il faut faire un petit suivi. Ça aussi, c'est un facteur de risque. Et puis nous, ici au Canada, on a quand même plusieurs patients qui sont d'origine autochtone. Puis on sait aussi que dans ces populations-là, il y a un facteur de risque un peu plus élevé. Tout de même que chez les Africains, les Asiatiques et les Latino-Américains. Donc, c'est vraiment des choses que vous pouvez savoir dans votre famille. Passez le quiz, je vous invite à le faire. Puis, si vous êtes à risque, parlez-en à votre médecin. Alors, le diabète en soi, c'est une maladie, bon, le taux de sucre augmente, mais qu'est-ce qu'est le problème? Pourquoi on est si insistant de vouloir que les taux de sucre soient mieux? C'est qu'on peut prévenir les fameuses complications dues à cette augmentation de la glycémie. Donc les reins, ce qu'on craint souvent, c'est la néphropathie et la dialyse, les problèmes visuels avec la rétinopathie, donc ça touche la rétine, le fond de l'œil, les nerfs avec la neuropathie, donc ça peut toucher les pieds et faire des plaies. Évidemment, les gros vaisseaux, le cœur, les carotides pour prévenir les maladies cardiovasculaires et les pieds, vous savez, c'est très important de faire une surveillance. Alors, pour prévenir les fameuses complications du diabète, il faut apprendre à gérer le diabète. C'est le moyen, donc ce n'est pas inéluctable. On ne va pas développer des complications 100% sûres. En fait, si vous prenez en charge votre pathologie, si vous faites les suivis médicaux, que vous surveillez votre glycémie quand on vous le demande et que vous allez à vos rendez-vous pour les yeux, pour les pieds, ce sont des complications qu'on peut éviter. Donc vraiment, c'est le message que je veux que les gens retiennent, on peut éviter les complications si on apprend à bien gérer la maladie. Ça sort du site de Diabète Québec. Je vous invite à aller voir, c'est une mine d'or, le site de Diabète Québec. Puis ce sont les 4 piliers de l'équilibre. Pour apprendre à bien gérer le diabète, il faut passer par ces 4 grands thèmes. Il ne faut pas négliger un versus l'autre. On peut prendre ces médicaments parfaitement, mais si on ne mange pas bien et qu'on ne fait pas d'exercice, c'est un peu dommage d'être aussi bon avec nos médicaments et un peu moins bon dans les habitudes de vie. Donc, je vous invite vraiment à essayer de trouver votre équilibre. Tout changement qui va dans la bonne direction va être de toute façon adéquat. Donc, on va regarder un petit peu les 4 thèmes. La partie psychologique, je vais la laisser surtout à mes patients partenaires qui sont ici, qui vont vous parler de leur expérience. Moi, je vais vous parler brièvement des traitements dont on parle souvent en clinique externe quand vous venez nous voir au rendez-vous. Ici, je vous ai mis des ressources que vous pourrez retrouver qui sont vraiment des super belles plateformes web pour des programmes d'exercice à faire à la maison. Le premier à gauche s'appelle Move 50+. Il y a des dizaines de vidéos que vous pouvez faire à la maison. Même pour les gens en fauteuil roulant, il y a des programmes pour le haut du corps. Parce que bouger, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut marcher, courir. Ça peut être n'importe quel mouvement du haut du corps. Ça va aussi être favorable pour la gestion de votre diabète. Le site de Diabète Québec aussi a mis des vidéos qui sont très bien faites. Puis, je vous invite aussi pour les diabétiques de type 1, mais les type 2 aussi, c'est une mine d'or, à aller voir le site web du projet Better, qui est un projet en fait de registre des diabétiques qui a été fait par mon collègue Dr Rabassa Loret. C'est une super belle plateforme, ça s'appelle Better Type 1
Et là-dessus aussi, il y a un programme d'exercice que vous pouvez scanner avec les codes QR que je vous ai mis là. Le deuxième grand pilier, c'est l'alimentation. Alors malheureusement, je n'ai pas assez de temps pour vous parler de ça en détail, mais c'est sûr que c'est un peu instinctif de savoir si mon taux de sucre est trop haut, il faut diminuer les sources de sucre dans l'alimentation. Mais pour savoir les sucres cachés, je pense que c'est vraiment important d'aller consulter ces références-là, puis peut-être de voir un nutritionniste qui pourra vous expliquer où sont les sucres cachés. Des fois, c'est surprenant. On pense que c'est des bons sucres parce que c'est des fruits, mais il reste que ce sont quand même des glucides qui vont influencer notre taux de sucre quand on va faire les tests. Et donc, c'est vraiment important de se renseigner là-dessus, manger sainement et de façon équilibrée. Ça ne veut pas dire qu'il y a une interdiction de tous les sucres. Ça veut juste dire qu'il faut les répartir dans la journée, puis peut-être diminuer un peu les portions. Mais il ne faut pas le voir comme une interdiction à jamais de prendre des glucides. C'est vraiment, je pense qu'il faut connaître les glucides pour savoir comment les consommer. Alors, ça, c'était la partie nutrition, exercice. Évidemment, après, une fois qu'on a le diagnostic, souvent, on va vous encourager à faire une surveillance de la glycémie capillaire. Mais je veux quand même vous montrer à quel point la recherche nous a permis de progresser dans ce domaine-là aussi. Quand on regarde au début du siècle passé, le diabète, c'était vraiment difficile de savoir s'il était bien contrôlé. Le seul outil que les gens avaient, c'était l'analyse d'urine. Donc, on allait avec un petit bâtonnet vérifier s'il y avait un peu, beaucoup, énormément de sucre dans l'urine. C'était tout ce qu'on pouvait faire, mais un peu, c'était déjà trop parce que ça voulait dire que le taux de sucre était au-dessus de 10. Puis, comme je vous ai dit, on aime mieux que ça soit en bas de 7, du moins avant les repas. Donc, vous pouvez imaginer qu'on était dans l'ombre là pour les patients. Ils ne pouvaient pas savoir comment était contrôlé leur diabète. Ensuite, il est arrivé une prise de sang qui s'appelait l'hémoglobine glyquée, qui est la prise de sang que votre médecin vous dit votre moyenne de taux de sucre. C'est pas tout à fait une moyenne, mais ça représente un peu l'atmosphère de sucre dans laquelle vos vaisseaux ont été, disons, dans les 3 derniers mois. C'est du sucre qui s'accroche sur les globules rouges, si on veut. Et donc, c'est vraiment une prise de sang très importante pour savoir si vous êtes bien contrôlé sur le long terme. Mais ça ne nous dit pas grand-chose sur le moment présent. Donc, dans les années 80, on s'est mis à avoir accès à ce qu'on appelait les glucomètres, des petites machines où là, on prenait la petite goutte de sang au bout du doigt, puis on fait le test et on voit à quel taux le patient est, ou la personne est, votre proche est, juste pour savoir est-ce que ça explique un changement de comportement, est-ce que c'est pour ça que je me sens pas bien. Mais comme vous voyez, ça, c'est des photos qu'on faisait. On n'avait pas l'idée de toute la journée. Donc là, le grand progrès qui est arrivé dans les dernières années, ce sont les fameux lecteurs de glycémie en continu qui sont arrivés dans les années 2000. Puis là, vraiment, c'est un tout autre monde dans lequel on arrive avec des capteurs qu'on installe soit sur le ventre, soit sur le bras, qui vont envoyer les données de taux de sucre en continu, soit dans le téléphone, soit dans un petit appareil. Puis en plus de ça, pendant la pandémie, ça nous a vraiment aidé parce que ces fameux taux de sucre, on pouvait les envoyer sur le web dans un site info nuagique qui permettait aux médecins d'avoir accès aux données à distance. Donc imaginez, le médecin pouvait par téléphone aider le patient même pendant la COVID, même quand on était tous un peu chez nous. Donc vraiment, ça c'est une grande amélioration. Ça s'applique surtout aux patients qui ont de l'insuline plusieurs fois par jour. Le gouvernement limite un petit peu l'accès à ça parce que c'est vrai que des fois c'est peut-être aussi trop de données pour quelqu'un qui n'a pas besoin de savoir à tout moment comment est sa glycémie, mais pour les patients à l'insuline, ça a vraiment changé leur vie. Monsieur Labelle va vous parler de ça, c'est un utilisateur de ces technologies-là. Puis aussi, donc ça, c'est la surveillance de la glycémie. Ce n'est pas un traitement, mais savoir où est notre taux de sucre dans la journée, au moment de la journée où on veut le savoir, ça fait partie du traitement. Puis en fait, un autre grand progrès, juste depuis que j'ai commencé à pratiquer, le nombre de familles de médicaments qu'on utilise pour traiter le diabète a vraiment explosé. Je ne veux pas que vous voyez dans le détail, c'est juste pour vous montrer un tableau qu'il y a dans nos bureaux, dans nos cliniques, pour essayer de penser à chaque fois, oh, quel serait le meilleur traitement pour mon patient. Donc, ça se peut que votre voisin, il a un médicament, puis que vous avez un autre, puis lui, il trouve qu'il est très bon le médicament, mais ça se peut que pour vous, ce n'est pas le bon médicament. Donc, c'est vraiment notre travail de vous trouver votre traitement adapté pour vos conditions, vos complications, vos effets secondaires, puis pour les objectifs qu'on a. Donc maintenant, vraiment, on est rendu avec un traitement de plus en plus personnalisé. Pour les patients plutôt à l'insuline, donc diabète de type 1 ou insulino-requérant pour les types 2, donc, il y a les fameux outils de surveillance de la glycémie. Les capteurs, on a 2 grands capteurs en ce moment, ça s'appelle le Freestyle et le Dexcom. Comme vous voyez, c'est connecté avec les téléphones, même les montres intelligentes peuvent recevoir les données. Puis pour les patients aussi sous insuline, que ce soit les enfants ou les adultes, il y a accès à
4 différents modèles de pompe, 3 et un quatrième éventuellement. Puis ça prend quand même un bon apprentissage à utiliser ces ressources-là, mais c'est vraiment hyper aidant. Puis de plus en plus, on s'en va vers la communication entre le capteur de glycémie et la pompe. Donc c'est en train de devenir ce qu'on appelle quasiment une boucle fermée, où le patient a moins d'interventions à faire et ça se fait quasiment automatique. C'est pas tout à fait ça encore. Il y a encore beaucoup de rôle du patient, mais ça s'est beaucoup amélioré aussi. Maintenant, on ne peut pas parler d'insuline sans parler d'hypoglycémie. Puis ça, je pense que pour les proches aidants, c'est super important que vous connaissiez les symptômes de l'hypoglycémie, parce que c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir aider aussi peut-être un peu plus. L'hypoglycémie, ça arrive surtout à cause des médicaments quand on n'a pas assez mangé de glucides et qu'on s'est donné peut-être un peu trop d'insuline ou que notre pilule a fait trop effet, ou quand on a été trop actif physiquement pour le peu de glucides qu'on avait mangé. Peut-être des fois, on ne peut pas prévoir qu'on s'en va courir après un autobus, puis finalement, on n'avait peut-être pas assez mangé, puis notre médicament fait quand même effet. Donc, il faut toujours être à l'affût de ça. Quand vous allez chez votre médecin, il faut lui demander, est-ce que je suis à risque, moi, de faire des hypoglycémies avec les médicaments que moi je prends? Parce que si c'est le cas, il faut toujours avoir des glucides, donc des sucres dans la poche, des petits bonbons, un jus, et faire des petits tests au bout du doigt pour vérifier c'est quoi le taux que vous obtenez. Les symptômes, souvent, ça va être des tremblements, des sueurs, de la faim, une espèce d'impatience, on devient étourdi, mal de tête. Et si ça arrive la nuit, ça peut causer des cauchemars, de la transpiration. Donc, si vous trouvez que le sommeil de votre conjoint ou de votre conjointe est agité, ça peut être une raison de faire le test. Alors, qui est à risque? Surtout les gens qui prennent de l'insuline, mais aussi les gens qui prennent les médicaments que je vous ai mis sur cette liste-là. Alors, c'est quand même à savoir si vous êtes sur ces pilules-là. Alors, évidemment, ça m'amène à parler du permis de conduire, parce que c'est un peu pour ça que le diabète est considéré comme une maladie qu'on doit déclarer quand on a un permis de conduire. C'est parce que c'est une de ces maladies-là qui peut nuire un peu à notre concentration et à notre capacité de conduire. Et donc, je veux juste vous rappeler que quand on a un diagnostic de diabète, c'est quelque chose qu'il faut déclarer à la SAC. Puis à ce moment-là, il y a un formulaire à remplir. Ça ne veut pas du tout dire que vous ne pouvez plus conduire. C'est vraiment juste qu'il faut s'assurer de savoir comment se comporter quand on va prendre le volant. D'ailleurs, je vous ai mis ici une ressource qui est très bien faite du site canadien de Diabète Canada, où il y a un petit algorithme sur quoi faire quand on a un permis de conduire et qu'on va conduire. Donc, il faut se préparer. Il faut prendre notre taux de sucre, puis avoir toujours des glucides dans l'auto. Puis si vous sentez que vous êtes en train de baisser, il faut s'arrêter, faire le test. Puis si vous étiez en hypoglycémie, évidemment, il faut corriger, mais il faut quand même attendre un bon 40 minutes avant de reprendre le volant parce que notre concentration peut être affectée. Donc ça, c'est quelque chose souvent que les gens oublient. C'est quand même important parce que ça peut éviter des accidents. J'en parlerai pas beaucoup, mais sachez qu'il y a quand même des petits avantages financiers. Donc, parlez-en peut-être à vos médecins. Les gens sur l'aide sociale peuvent avoir un petit peu plus d'argent et les prescriptions gratuites. Puis, pour le diabète, les patients souffrant de diabète type 1, il y a eu beaucoup d'améliorations pour l'accès au crédit d'impôt. Donc, je vous invite à en parler à votre médecin. Puis, moi, je veux surtout finir sur une note un peu plus positive et sur de l'espoir. Je vous dirais que juste depuis le début de ma pratique, le diabète, ça a vraiment explosé en termes de recherche, de nouvelles technologies, de nouveaux médicaments, et c'est quelque chose qui est en train de continuer à bouillonner. On vient de finir le congrès canadien de diabète la semaine dernière. C'est impressionnant le nombre d'études qui sont faites par des Canadiens et partout dans le monde aussi. Puis je vous dirais que c'est 3 grands thèmes qui ressortent, surtout l'aspect technologique, donc tout ce qui est le système, comme je vous disais, de boucle fermée pour les gens qui sont sur la pompe, l'insuline et le capteur qui vont communiquer ensemble, et peut-être que ça va être quasiment comme un pancréas artificiel automatique, on est vraiment proche de ça. Tout ce qui est au niveau télésanté, évidemment, on a déjà fait beaucoup de progrès, mais ça s'en vient encore mieux. Les agents biologiques, donc on est en train d'essayer de comprendre mieux le système immunitaire, les cellules souches pour voir si on peut aider ces maladies-là où il y a destruction des cellules comme dans le diabète de type 1. Puis pour les médicaments, vraiment, on travaille beaucoup perte de poids parce qu'on sait que c'est la clé pour le diabète de type 2, prévenir les complications, puis évidemment peut-être aller vers des insulines un peu plus intelligentes qui s'adapteraient aux besoins des patients. Puis ça, c'est vraiment juste une petite diapo pour vous, un peu un clin d'œil. Là, ça, c'est juste quand on fait une recherche dans Google sur la recherche et le diabète.
il y a plusieurs institutions qui s'occupent de nous aider. Il y a des fonds de recherche. Puis dernièrement, le Canada s'est doté d'un cadre pour encadrer un petit peu tout, la recherche, les sources d'argent, les subventions, puis même juste pour s'intéresser à toutes les populations vulnérables qui souffrent du diabète au Canada. Puis c'est vraiment très encourageant de voir que notre pays s'intéresse à cette maladie avec beaucoup d'intérêt. Quand on fait une recherche dans notre moteur de recherche pour voir des articles scientifiques, là, il y a des dizaines de milliers d'articles quand on cherche pour le type 2, pour le type 1. Puis il y a beaucoup de projets sur les cellules souches, puis les instituts de recherche en santé, puis la Société canadienne du diabète, la Fédération pour le diabète juvénile. Tout le monde est vraiment très impliqué pour améliorer l'accès aux projets de recherche. Peut-être juste un message pour finir pour les gens qui seraient ici plus pour leurs proches. Je pense que c'est quand même un rôle important si vous vous intéressez à aider votre proche. Au début, vous avez vous aussi un choc, tout comme le patient, puis nos patients vont nous en parler. Puis je pense que c'est normal de se poser beaucoup de questions, puis déjà d'assister à cette conférence, c'est un premier pas. Donc c'est bien de vous renseigner. Puis je pense la chose numéro 1 à apprendre, si votre proche est sur l'insuline ou des médicaments qui peuvent générer des hypoglycémies, donc des baisses de sucre, je pense que c'est la première chose pour vous, c'est d'apprendre à faire face en cas d'urgence à une hypoglycémie. Donc, savoir c'est quoi une hypoglycémie, comment le reconnaître chez votre proche, comment il change d'attitude, puis peut-être l'encourager à faire son test, puis prévenir, donc avoir des sources de glucides, puis apprendre à gérer ça. Puis évidemment, comprendre la maladie, ça va quand même vous aider à aider, écouter et puis faire preuve d'empathie et être solidaire dans cette pathologie-là. Puis évidemment, souvent, on n'ose pas trop parler de nos maladies. Puis les patients qui souffrent de diabète souvent disent « non, faites vos affaires, je vais m'arranger ». Mais juste d'encourager votre proche à vous en parler, des fois, ça peut aussi changer un petit peu la dynamique. Puis évidemment, apprendre à soutenir, c'est pas toujours évident. Il faut rassurer vos proches. Puis je pense que nos patients vont nous parler de ça. Donc, c'est un bref survol. J'espère que je vous ai au moins un petit peu donné le goût d'aller en savoir plus. Puis je pense que vous allez surtout être super heureux d'entendre mes 2 patients qui ont sûrement des choses pas mal plus fun à raconter que moi. J'ai une de mes collègues là qui s'appelle Dr Fortin, qui est néphrologue, qui fait souvent des conférences avec les patients. Puis elle dit que c'est un peu comme un mini WITS. Donc moi, je suis la partie fibreuse, mais les patients, c'est la partie givrée de la conférence. Donc, je vais vous laisser avec Monsieur Patrick Murphy-Lavallée, qui va vous parler de son expérience. Puis ensuite, ça sera Monsieur Marcel Labelle qui va partager son expérience. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Puis je laisse la parole à Monsieur Murphy-Lavallée. Merci, Dr. Raquel. La barre, elle est haute, hein? Après une belle présentation aussi, tellement bien utilisée dans les termes courants. Donc, merci beaucoup de l'opportunité de présenter avec vous aujourd'hui. D'abord, je suis une personne diabétique. Je suis aussi père de 2 enfants et haut dirigeant dans le réseau de la santé. Mais je trouvais important aujourd'hui de pouvoir partager mon expérience personnelle. J'ai 51 ans. Je suis diagnostiqué depuis plus de 5 ans comme personne qui a le diabète de type 2. Et on parlait d'hérédité. Mon père est diabétique, ainsi que 6 de ses 7 frères et sœurs. Donc, on voit vraiment que l'hérédité a un rôle important à jouer. Je ne veux pas excuser mon travail, mais mon travail, il est extrêmement exigeant et stressant. Et il y a un impact aussi sur mon poids et aussi à cause du stress. Mais en toute transparence, j'ai eu le diabète de type 2, je dirais 5 ans plus jeune que mon père. Mon père, il l'a eu à 55 ans, il a été diagnostiqué. Moi, c'est plus de 5 ans. Donc, je crois aussi, mon mode de vie n'a pas aidé d'avoir le diabète plus jeune. Vous avez fait référence, Dr. Raquel, au site de Diabète Québec. C'est une mine d'or d'informations. Donc, je vais vous parler aujourd'hui quelques minutes sur le processus d'adaptation suivant le diagnostic. Donc, on parle du déni de la réalité. Non, c'est pas pour moi, c'est une erreur, je vais guérir, c'est juste temporaire. Pour moi, je le savais qu'un jour, j'aurais le diabète. Je m'en doutais tellement bien.
Et la façon que je m'en suis rendu compte, oui, il y avait les symptômes, mais étant donné que je travaille dans le réseau de la santé, j'ai demandé à une collègue infirmière, peux-tu me faire une petite glycémie? On va voir ce que ça va donner. Puis effectivement, le test a été positif, à une glycémie assez élevée. Et c'est à ce moment-là que toutes les démarches pour avoir le diagnostic ont été faites avec le médecin de famille. Et ensuite, il y a la phase aussi où c'est l'opposition et la révolte. J'ai pas vraiment eu ça non plus. Pourquoi moi, c'est injuste, les autres sont en si bonne santé? Je m'en doutais. Mais l'endroit où j'ai plus travaillé, là, où il y a eu plus de travail que je devais faire, c'était le marchandage. Le marchandage, c'est on l'accepte partiellement, on l'accepte, on n'est pas sûr qu'on veut vraiment l'accepter. Donc là, on commence à négocier à l'intérieur de soi-même. Oui, mais si je fais ça, ça va partir, ça va s'éliminer. Donc, il y a eu cette phase-là qui a duré, je dirais, pas plusieurs mois, mais plusieurs années. Je me disais tout le temps, bon, bien, ça va partir avec l'alimentation, avec la perte de poids, mais ce n'est pas arrivé. Puis il y a toujours la pensée magique que la médication va tout régler. La médication va aider, mais elle va certainement pas tout régler. Ensuite, il y a le stade de l'auto-évaluation. Je vais voir ce que je peux faire pour prévenir, à mieux contrôler et à mieux vivre avec le diabète. Et je dirais que ça fait seulement depuis 1 an que je suis à ce stade-ci. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a passé à travers 2 ans de pandémie qui ont été extrêmement difficiles pour moi sur le plan personnel et le plan professionnel. Puis on a comme tout mis ça de côté. Lorsqu'on travaille 16 heures sur 24 heures et qu'on est en situation d'urgence pendant plusieurs mois, pas pendant quelques jours, mais pendant plusieurs mois, il y a un impact sur la sédentarité, sur l'alimentation, toujours en rencontre, toujours en situation de stress. Je regardais à un moment donné, j'avais fait 100 pas dans ma journée à proscrire pour quelqu'un qui est une personne diabétique. Et des fois, se rendre compte qu'à 2h30 de l'après-midi, tu n'as même pas encore dîné parce que tu es toujours dans une petite situation où tu es en rencontre, puis les décisions doivent se prendre rapidement. Donc, j'ai été dans ça quand même pendant beaucoup de mois, plusieurs années. Et je dirais que depuis un an, je dirais depuis 6 mois à 9 mois, les choses se sont plus stabilisées et je suis rendu dans la phase de l'acceptation active de mon diabète. Donc, le diabète n'est plus un problème parce que je peux le contrôler. Je vais bien avec le diabète. Je suis dans cette phase-là où là, j'ai vraiment décidé de me prendre en main parce que si je ne me prends pas en main, je connais les conséquences sur la vue, sur les sensations. Je suis suivi par un podiatre pour assurer que tous mes soins de pied sont bien faits. L'impact aussi sur les reins. Tu sais, j'entends parler beaucoup d'hémodialyse dans mon travail, mais je me dis, moi, je ne veux pas me rendre jusque-là. Donc, j'en suis venu à accepter que j'ai le diabète, même si je savais depuis 5 ans que je l'avais, mais de l'accepter, de faire les modifications dans son mode de vie, c'est quelque chose d'autre. Et je dirais que l'importance aussi de revoir ce mode de vie-là, puis même si j'avais déjà tout lu ça il y a quelques années, je n'étais peut-être pas nécessairement disposé psychologiquement à faire les changements. Et tout récemment, j'ai vu une nutritionniste parce que j'avais ce besoin-là. Et même si c'était écrit sur des sites web, je l'ai vraiment intégré des conseils en nutrition grâce à cette heure-là que j'ai eue avec la nutritionniste. Et ce qui a été très révélateur, c'est une brochure très simple qu'elle m'a expliquée, et même Dr Raquel l'avait dans sa présentation, le coup d'œil sur l'alimentation de la personne vivant avec le diabète, qui décrit tellement facilement comment qu'on devrait s'alimenter. Mais plus que ça, on parlait de la facteur glycémique. Là. Maintenant, je suis capable de bien lire ce que ça veut dire une étiquette sur une canne ou sur les différents aliments, là, c'est tellement révélateur. Donc, je fais beaucoup plus attention parce que je suis mieux informé, mieux éduqué, puis j'ai le désir aussi d'améliorer la gestion de mon diabète. Donc, je suis plus rigoureux au niveau de mon alimentation. Ça a un impact aussi sur les personnes avec qui j'habite. Ils doivent s'adapter ou sinon, eux, ils iront chercher leur cochonnerie d'une autre façon lorsqu'ils sont avec leurs amis. Et ma prochaine étape, c'est vraiment d'intégrer l'exercice physique dans la routine.
Je l'ai fait pendant longtemps quand je voyais que la pandémie était pour perdurer. J'ai commencé à prendre des marches, mais c'est encore à géométrie variable. Mais là, j'ai décidé que depuis qu'il y a l'épisode STAT, là, qui est l'émission STAT, qui est à 7 heures du lundi au jeudi, je vais faire du vélo stationnaire. Au lieu d'être passif au fauteuil, je fais du vélo stationnaire. Donc, j'ai fait au moins ma demi-heure d'exercice à ce moment-là. Donc, c'est minimum ça qui a été fait. Je l'ai dit tantôt, là, l'impact, le contrôle du diabète, il y a tout l'impact du stress, la prise du poids, l'alimentation, ce sont tous des facteurs qui jouent sur nos glycémies. Puis je le vois aussi quand je suis moins stressé, la glycémie, elle est meilleure. Quand le poids il baisse, la glycémie est meilleure. J'ai quand même perdu dans cette période-là 20 livres. J'en ai encore beaucoup à perdre, mais en ayant perdu les 20 livres, puis avec un meilleur contrôle aussi avec la médication, ça aide. Je veux terminer ma présentation sur le partenariat entre le médecin et le patient. Même si je suis un dirigeant du réseau de la santé et des services sociaux, il y a toujours, est-ce que c'est le médecin spécialiste qui sait tout? On a peur de poser des questions. C'est vraiment la personne qui a toute l'information, qui possède toute la science. Mais il ne faut surtout pas, comme patient, l'importance de la relation entre le patient et le médecin. Il ne faut pas hésiter de partager ses préoccupations. Et le médecin n'a pas cette capacité-là encore, mais je ne sais pas s'il l'aura. Peut-être qu'il commence à l'avoir, mais j'ai entendu avec toutes les technologies pour le sucre, là, mais il n'est pas capable de lire toutes nos préoccupations et nos pensées. Donc, il ne faut pas hésiter non plus d'en parler de ces préoccupations-là avec notre médecin. Et je donne l'exemple de la dernière rencontre que j'ai vue avec Dr. Raquel et je me disais, je vais-tu vraiment lui demander ça parce que j'ai commencé un traitement avec l'insuline, donc l'injection d'insuline, et je haïssais ça à chaque fois que je m'injectais de l'insuline, ça faisait 6 mois, et je n'aimais pas ça. Puis j'ai dit à Dr. Raquel, y a-t-il moyen de voir s'il n'y a pas autre chose qui pourrait se faire au lieu de s'injecter avec l'insuline? Puis elle m'a dit, effectivement, il y a autre chose, on peut changer, avoir une nouvelle molécule, et je prends ce médicament-là depuis quelques semaines. Je n'ai plus cette insuline-là, j'ai plus à faire ça aujourd'hui. Peut-être je vais devoir le faire dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2, 3 ans, mais au moins j'ai cette période de grâce-là et j'ai osé poser la question à Dr. Raquel, est-ce qu'il y a autre chose? Donc, il ne faut jamais hésiter de partager nos préoccupations avec notre médecin spécialiste ou notre médecin de famille. Donc, voilà l'expérience que je voulais partager en quelques minutes. Puis encore une fois, merci d'être là et merci à Dr. Raquel et son équipe de nous avoir invités à cette conférence. Bonjour à tous. Je vous considère chanceux d'apprendre tout ça en si peu de temps. Moi, ça m'a pris 40 ans pour apprendre tout ça. J'en reviens pas. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de développement et ça n'était pas arrivé encore. Quand on m'a déclaré diabétique, c'était il y a 44 ans à peu près. Tous les symptômes que Dr. Raquel a mentionnés, je les avais tous. Mais une semaine avant qu'on me diagnostique ce problème-là, je ne le savais pas. J'ignorais tout. Alors, je me suis présenté à l'hôpital, j'avais un taux de sucre de 35, imaginez. Il faut faire autour de 5-7 à peu près, 35. J'étais cerné, je ne savais pas quoi faire. Et qu'est-ce qui est arrivé en même temps? On m'a diagnostiqué aussi une pancréatite. Est-ce que c'est la pancréatite qui a déclenché le diabète ou le diabète qui a déclenché la pancréatite? Je ne le sais pas, c'est arrivé en même temps. On a parlé que les diabétiques de type 1, c'est génétique. Ce n'était pas mon cas. Parce que dans ma famille, il n'y a personne de diabétique. Il n'y en a pas. Peut-être de type 2, mais de l'autre côté, c'est-à-dire pas nécessairement dans la lignée de la famille de Labelle, mais plutôt à l'extérieur. Donc, dans ma lignée, il n'y en avait pas. Alors, pour moi, ça a été un vrai choc d'apprendre que j'étais diabétique. Ça m'a fouetté, là, vous savez pas. C'est un peu comme recevoir
une chaudière de glace avec de l'eau, là. Alors, c'était un peu comme ça. Mais en même temps, ça m'a fouetté. Ça m'a fouetté parce que là, j'avais peur de tout. J'avais 36 ans, j'étais un enseignant, j'avais un bon métier, j'étais impliqué dans toutes sortes de choses. Et du jour au lendemain, on apprend que je suis diabétique. Alors, les questions que je me posais, je n'avais pas Google pour me trouver les réponses. Alors, est-ce que je vais conserver mon emploi? Ça a été ma première préoccupation, parce que je savais qu'une personne qui est diabétique ne peut pas enseigner. Imaginez si elle fait une hypoglycémie ou un coma diabétique, devant une classe, c'est épouvantable. Et en plus, une personne qui a cette précondition ne peut pas avoir d'assurance. Moi, j'avais une assurance privée qui était payée à 50% par mon employeur et moi, je payais l'autre 50%. Et je bénéficie encore de cette assurance-là. C'est ce qui me permet d'avoir une pompe à insuline aujourd'hui. Parce que sinon, je serais incapable de me payer ça, c'est trop cher. Alors, ça m'a fouetté parce que je me suis dit, non, c'est pas vrai. C'est dans la description que Patrick a fait tantôt, les 5 étapes, je les ai vécues aussi. Alors, la première, ça a été le déni. Alors, comment faire pour résister à ça? Alors, je me suis dit, non, je vais prouver que je suis capable de vivre et de survivre. Alors, le déni, pour moi, il a duré 7 ans. Je m'en souviens. Puis, je me souviens du jour où j'ai arrêté et j'ai réalisé que j'arrêtais le déni. C'était ma dernière bière que je prenais avec quelqu'un. Depuis ce temps-là, depuis 36 ans, je ne prends plus d'alcool. Ça m'aide à contrôler mon diabète. Alors, en même temps, j'ai voulu démontrer à mes patrons, à tous les autres, que j'étais capable de travailler plus fort, puis de montrer que j'étais... Et c'était à moi, dans le fond, que je prouvais ça, et non pas aux autres. C'était à moi. Je voulais prouver que j'étais capable de réussir dans mes études, dans mon travail et tout ça. Et tout ce qui m'a amené à faire ça, ça s'est transposé par la suite dans tous les domaines de mon travail et dans le reste de ma vie. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je suis arrivé, j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire pour contrôler mon diabète? Parce que les injections, après 30 ans, on dit, oh, c'est pénible. 30 ans, là, 4 fois par jour, c'est difficile. Alors, je me suis dit, peut-être qu'une pompe, ce serait intéressant d'avoir ça. Au moins, je me pique moins souvent. C'est un bon système. Je n'oublie pas. Parce que ce qui arrivait souvent, c'est que je me disais, est-ce que j'ai pris mon insuline? Est-ce que j'ai pris ma glycémie? Ça, tu peux toujours la reprendre, ta glycémie, une glycémie capillaire. Mais savoir si tu as oublié, là, tu essaies des chances. Tu prends 50% de la dose au cas où tu ne l'aurais pas pris, mais là, tu te rends compte que tu l'avais pris, alors tu te mets en hypo, donc tu continues, tu essaies de compenser en augmentant ta quantité de glucides. Puis là, ben, ton diabète se met à jouer au yo-yo. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Puis c'est comme un ressort, quand il monte trop haut, puis il descend trop bas, il continue. L'amortissement se fait difficilement. Tandis qu'avec une pompe, avec le lecteur de glycémie en continu, je peux toujours avoir l'heure juste. À tel moment, là, je peux vérifier, par exemple, là, maintenant, là, 4, je suis à 4. Je suis juste à la limite. Là. Parce qu'en bas de 4, là, à 3,9, ça commence à être de l'hypoglycémie. Alors, il va falloir que tu prennes quelque chose. J'ai toujours avec moi un jus que je peux utiliser. Sur ma table à coucher, j'ai sur ma table de chevet, j'ai toujours 2 bouteilles de jus. Comme ça, si pendant la nuit, je fais une hypoglycémie, une bouteille, à moitié de bouteille, je vérifie quelques minutes plus tard, 20 minutes, souvent, ça suffit, pour vérifier si je suis encore en hypoglycémie. Et ça, c'est moi qui peux le faire. C'est pas quelqu'un d'autre. Parce que les symptômes, c'est moi qui les ressens. Et ça, c'est important d'apprendre ça, que quand on est diabétique, c'est nous qui devons nous surveiller. Nous devons nous surveiller de tous les symptômes, de tout ce qui nous arrive, pour être capable de réagir en fonction de ça. Mais à force de penser toujours comme ça, en réfléchissant sur soi, on se rend compte aussi que nos
nos personnes, celles avec lesquelles nous vivons régulièrement, que ce soit notre famille, nos amis, considèrent qu'on est peut-être un peu trop centré sur nous-mêmes. Alors, il faut apprendre à ne pas imposer notre maladie aux autres. Ça peut se faire de différentes façons. D'abord, avec ma conjointe, je ne lui imposais rien parce que je ne voulais pas qu'elle me contrôle. Mais ça, on avait une excellente relation. J'ai vécu avec elle pendant 53 ans avant qu'elle meure. Elle a toujours voulu m'aider d'une autre façon. Peut-être d'une façon parfois un peu humoristique ou drôle, en tout cas moi que j'acceptais facilement. Par exemple, si je me sentais trop sur moi, elle me disait « Pourquoi pas? Tu essaies de corriger tes défauts, mais tu ne réussis pas. Si tu copiais les qualités des autres, tu aurais peut-être plus de chances de réussir. » C'était une boutade qu'elle me lançait, mais dans le fond, elle me disait « Pense aux autres, pas uniquement à toi. » Ça, c'était une façon de voir. J'avais un autre aspect important. Excusez-moi, j'ai la bouche, je ne sais pas s'il y avait de l'eau ou quelque chose comme ça. Oui. Oui, mon jus. Oui, mais c'est vrai. Il y a déjà des problèmes cognitifs, imaginez. Ça aurait dû être mon réflexe de penser à un jus, surtout. Allez, je ne suis pas tout seul à être diabétique ici, hein? Santé. Alors, évidemment, il y a un autre aspect sur lequel me faisait beaucoup rire, c'est que on s'apitoie souvent sur notre sort. On essaie quand on est diabétique, on se sent souvent persécuté, stigmatisé, jugé, évalué. « Ah, tu as le droit de prendre ça, tu peux prendre le dessert, ah, tu peux prendre une bière, comment ça fait? Tu es diabétique, tu as le droit. » À force de se faire juger, ça c'est répétitif, ça c'est cumulatif, cet effet-là. Ça finit par nous heurter, nous blesser. Mais à un moment donné, il faut que tu en viennes de ça. Et sa façon à elle de le dire, c'était de me dire « Arrête donc de pleurer dans ta bière. » Pleurer dans sa bière, c'est une expression qui est utilisée, vous pouvez voir sur Internet. Ça veut dire que l'alcool fait pleurer. Alors pour moi, je m'imaginais la métaphore. Quelqu'un qui braille, qui pleure, qui remplit son verre avec ses larmes, il y en a plus à boire, donc il peut faire durer son plaisir, son malheur. Alors, moi, je trouvais ça drôle, mais c'était une façon un peu de déstresser de façon naturelle, normale. C'est le genre de relation que j'avais avec ma conjointe. Pour dire que finalement, quand on regarde l'ensemble de tout ça, tout ce que j'ai appris, parce que c'est un peu ça qu'on a à faire comme diabétique, c'est apprendre continuellement. J'ai appris, par exemple, tout ce qui était cognitif, tout l'exposé que Dr. Raquel a fait, le côté un peu affectif avec les différentes étapes, Patrick l'a mentionné, tout ce qui s'appelle le côté comportemental, c'est-à-dire apprendre à maîtriser tous les outils, que ce soit les injections, les lecteurs de glycémie en continu, même les pompes à insuline. Les pompes à insuline, dans ce cas-ci, c'est rendu à la boucle fermée. Si j'avais le temps, puis si vous aviez l'intérêt, je pourrais vous expliquer comment l'intelligence artificielle là-dedans fonctionne. L'appareil apprend à partir de notre comportement diabétique. Il prend 288 glycémies par jour. Après 6-7 jours, l'appareil est en mesure de savoir notre comportement diabétique et être capable de nous donner la bonne quantité d'insuline par goutte à tous les 5 minutes. C'est ça une boucle fermée. C'est ça que ça permet de faire. À ce moment-là, il est capable de se réajuster automatiquement. Et ça, c'est un avantage extraordinaire d'avoir ça. Puis, ça va encore s'améliorer. En 2023, j'aurai une nouvelle pompe qui ira encore plus loin, qui va permettre d'éliminer autant que possible les hypoglycémies et les hyperglycémies. Donc, la technologie est là pour nous aider.
Alors ça, c'est le comportemental. Mais il y a un autre aspect que tout le monde utilise ici, puis on ne le nomme pas souvent, c'est ce que j'appelle, moi, la métacognition. Tout le monde en fait de la métacognition. Quand vous évaluez, par exemple, après votre repas, votre glycémie est rendue à 12, on se dit, ben, qu'est-ce que j'ai pas fait de correct? Qu'est-ce que j'ai pris est-ce que j'ai pris de la glycémie de trop? Des glucides, pardon, de trop? Est-ce que j'ai pas suffisamment donné d'insuline? Vous portez un jugement. Un jugement, c'est un type d'exercice que l'on fait en métacognition. C'est de prendre un certain recul par rapport à ce que l'on sait, ce qu'on ne sait pas, et qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, la prise de décision, c'est de la métacognition. Et de la métacognition, les diabétiques en font sans arrêt, tous les jours, tout le temps. Oui. Alors, je voudrais vous dire que finalement, moi, ça m'a changé complètement toute ma vie. Et ça a changé aussi les relations que j'ai avec mon endocrinologue. C'est ma 3e endocrinologue. C'est pas parce que les 2 autres n'étaient pas bons. C'est parce que je voulais. Le premier, il ne connaissait pas la technologie. Le 2e, il était au privé. Il m'envoyait toujours quelqu'un qui me chargeait un prix spécial. Je voulais aller dans un endroit où je pouvais avoir accès à une équipe de soins. Et ce que j'ai trouvé au CHUM, les différentes spécialités, que ce soit cardio, gastro, etc. En plus, j'ai une équipe de support aux patients. Là. Moi, je les appelle affectueusement le service à la pompe parce que quand je vais les voir, c'est pour voir un peu comment on peut utiliser la pompe à insuline. Ou encore quand je vais voir ma nutritionniste qui va me dire comment faire, comment corriger, tout ça. Alors, merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, ça me fera plaisir de vous répondre quand vous voudrez. Merci. Merci beaucoup. Je pense que, comme vous avez pu voir, le côté givré était franchement plus le fun que le côté fibreux. Merci à nos 2 patients qui ont vraiment su, je pense, partager l'aspect vraiment affectif, l'acceptation de la maladie, le suivi, la lourdeur aussi de ce que ça peut être. Donc, je vous félicite. Vraiment, c'était super. Puis, on va être disponible pour des questions. Je pense qu'il y en a aussi pour les gens qui sont en ligne. Nathalie va nous transmettre les questions au micro, à les questions sur le chat. Puis, s'il y a des gens après sur place qui ont des questions, ça va me faire plaisir aussi. Puis, nos patients aussi probablement pourront répondre aux questions. Merci, Dr. Raquel. Donc, effectivement, les gens en ligne, d'abord, vous remercie tous les 3 pour cette conférence. Donc, des questions en rafale pour qu'on puisse essayer de répondre au maximum de questions. Il y a quelqu'un qui nous dit, on a parlé beaucoup d'hypoglycémie puis des risques associés, mais qu'en est-il de l'hyperglycémie avec les risques associés à ça? Donc, c'est un peu ce qu'on a discuté sur les complications là. Donc, c'est sûr que si on est régulièrement en hyperglycémie, donc on passe trop de temps au-dessus des glycémies cibles, c'est là qu'on va développer les fameuses complications, les yeux, les reins, les pieds, les gros vaisseaux. Donc, c'est un petit peu ça, je pense, à retenir. Là, il faut éviter l'hyper pour éviter les complications. Autre question spécifique en lien avec l'alcool et les médicaments. Donc, une question précise avec la prise de metformine et de l'alcool avec, est-ce que c'est vrai que ça peut être associé à un risque d'acidose lactique? Oui ou non? Et quelle est aussi la possibilité de consommer de l'alcool quand on est diabétique? Alors, c'est sûr que l'alcool, en fait, comme il est métabolisé au niveau du foie, et souvent les médicaments sont aussi métabolisés au niveau du foie, on essaye de pas trop, évidemment, consommer d'alcool parce que le foie qui est occupé à métaboliser l'alcool peut pas gérer les médicaments et inversement. Donc, c'est pour ça souvent qu'on a une réserve. Aussi, le foie a un gros rôle à jouer dans le diabète. C'est lui qui fait du sucre quand on est à jeun pour nourrir le cerveau. Donc, si le foie est occupé à métaboliser l'alcool, des fois, ça peut augmenter les chances de faire des hypoglycémies. Pour ce qui est de l'acidose lactique et de la metformine, c'est sûr qu'un excès d'alcool, un gros binge d'alcool, c'est franchement pas une bonne idée quand on prend n'importe quel médicament, mais encore plus la metformine. C'est quand même rare, l'acidose lactique. Là, c'est quelque chose de rarissime. Mais oui, on sensibilise les gens à ne pas se déshydrater parce que la déshydratation avec la metformine, qui arrive malheureusement des fois aussi avec l'alcool, ça peut tout ça faire mauvais ménage et accumuler de l'acide dans le sang qui s'appelle l'acide lactique. Merci. Autre question.
Donc, quand on est diabétique, mais on a aussi de l'insuffisance rénale, les conseils nutritionnels, des fois, sont un peu contradictoires. Ouais. Donc, je ne sais pas si vous serez en mesure de répondre à cette question, mais on dit qu'on recommande aux personnes diabétiques de manger des aliments à base de blé entier et aux personnes dialysées de manger des aliments blancs. Donc, comment on s'y retrouve Très quand on a difficile. ces deux? C'est un peu des deux? C'est là que vraiment mes meilleurs amis sont les nutritionnistes, là, parce que je suis d'accord avec vous, c'est un casse-tête terrible. Puis les nutritionnistes sont vraiment les experts pour ça. Donc, je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à, comme disait aussi Monsieur Murphy-Lavallée, de parler de vos préoccupations, parler de ce que vous aimez manger, ce que vous aimez moins, puis comment vous pourriez arriver à un équilibre qui convienne aux deux règles, si on veut, qu'on vous impose. Donc, je ne suis pas capable de vous répondre à cette question-là précisément. Je pense que ça prend vraiment l'expertise d'un ou d'une nutritionniste, c'est clair. Donc, on pourra dire à la personne qui est en ligne de peut-être en parler à son médecin puis qu'on Oui. demande une consultation Absolument, avec de cette se faire spécialiste-là, référer. très précieuse. Oui. Je ne sais pas si en salle, il y a des questions, mais je voudrais aussi dire aux gens, parce que vous nous avez donné d'excellentes ressources, là. Donc, en ligne, les gens étaient quand même assez actifs pour eux-mêmes chercher les références et les mettre dans le chat. Donc, merci à ceux qui l'ont fait. Mais je voulais dire qu'on va mettre la présentation de Dr. Raquel sur la page web du Centre d'expertise en diabète. Donc, vous allez pouvoir y avoir accès et avoir accès aux différentes ressources que vous nous avez parlé. Diabète Québec, Diabète Canada et Better aussi. Donc, ce sont les trois Absolument. sites majeurs. Oui, super. Est-ce qu'il y a des questions ici aussi en personne? On a répondu pas mal à toutes les questions. Je voulais remercier aussi tous les gens qui sont venus malgré la neige. Honnêtement, j'étais super contente de voir qu'il y avait des gens en personne. J'avais peur qu'il n'y ait personne ce matin quand j'ai vu la température. Puis vraiment encore un gros merci pour Marcel et Patrick qui sont venus nous partager leur expérience. Ça fait toute la différence, je pense, dans ce genre de conférence. Fait qu'une bonne main d'applaudissements pour vous deux. Merci à tous. And they are not happy because they want something else, or they want more of the same.